de Léopold Senghor. Quels sont les orateurs qui veulent s'inscrire? C'est tout? Il n'y en a pas plus que ça? Pas beaucoup d'amateurs. Donnez toujours la parole. Le professeur Senghor vous a assommé? Il n'y a personne? Pinto? Lisa. Ah, c'est Mandela. Qui? C'est tout? Soudan, Mandela. Sénégal, Mauritanie, Haute-Volta. Ah, il y a des Mauritanie. Comment? So. Sénégal, Haute-Volta. Comment? Doudou Gueye. Youssouf Gueye. Sénégal. Bon, Haute-Volta. Je veux bien, moi. Ils ne sont pas d'accord. Et le septième là? Le septième. Septième ici. Non, il y a un 7 là-bas. Mount Diarra. Il est là. L'organisation. Idrissa Wili. Alors, la liste des orateurs est close? Non. Alors, faites-vous connaître. Bon, nous commençons, hein, vous ferez selon l'inspiration. Mais il est chameau là. Ici est pas mis. Qui? Les orateurs. Ya, Jibar Moudou. Idrissa c'est tout. Jibar Moudou. On enlève Modibo. On enlève Modibo. Camarades, je m'étais inscrit, mandaté par la délégation du Dahomey pour intervenir en son nom dans la discussion du rapport du camarade Léopold Senghor lorsqu'il m'a été fait l'honneur de me désigner pour présider cette séance. Je vous demande donc la permission et la faveur d'exécuter mon mandat. Je voudrais d'abord m'associer aux félicitations qu'en nous nom à tous, le président de la séance, Mahaman Haïdara, a adressé au camarade Senghor. On ne soulignera jamais assez le caractère définitif de son analyse du marxisme dans le concept négro-africain et l'apport relatif de l'un à l'autre et inversement. Que ces choses, aussi ardues qu'elles apparaissent et qu'elles sont en réalité, aient été dites en notre congrès, voilà, n'est-il pas vrai?
une de nos raisons de fierté. À ce congrès qui, nous le voulons, est un congrès de vérité, nous nous devons de nous dire nos vérités. Permettez-le-moi, j'ai dit quelque part que ce congrès devrait être un congrès de travail et pas un congrès de slogan. Le camarade Léopold Senghor l'a dit tout à l'heure avec infiniment plus de bonheur. Ce congrès doit être un congrès de travail, d'études et non pas un congrès meeting. Qu'est-ce à dire? Il faut nous en expliquer. Je ne nie nullement et minimise moins encore l'influence des mots d'ordre, leur valeur d'entraînement et d'éducation, disons le mot, leur valeur de mobilisation, ni celle de certains slogans. Je voulais dire plus précisément que nul ne nous conteste plus notre faculté qui est grande de forger des slogans, de lancer des mots d'ordre qui font balle, mais que beaucoup doutent encore de notre faculté, de notre résolution, de notre détermination de les traduire dans les faits, de les faire passer des intentions généreuses dans la réalité concrète et quotidienne. Nous sommes venus à ce congrès, j'en suis persuadé, nous y sommes venus tous après avoir mûrement et longuement réfléchi. Nous y sommes venus en état d'humilité, c'est-à-dire, comme disait un homme d'État français, c'est-à-dire humble, intelligent devant les faits, c'est-à-dire humble devant les faits. Nous y sommes venus pour nous dire à nous-mêmes et pour dire aux autres ce que nous voulons, jusqu'où nous voulons aller et comment nous voulons y aller. D'où la nécessité qui aurait pu apparaître superflue d'une affirmation d'abord, et ensuite la nécessité de déterminer de la façon la plus précise possible les moyens d'organiser cette affirmation préliminaire, la réalisation tout au moins de cette affirmation préliminaire. C'est ainsi que nous sommes amenés une fois encore à parler d'indépendance et à en parler de telle façon, c'est-à-dire dépouillé de tout caractère agressif, c'est là le fait nouveau, de tout élément faussement et inutilement passionnel qui ne ferait que l'affaiblir, c'est-à-dire en parler de telle sorte que notre célérité étant totale, notre résolution absolue, notre bon droit incontestable et notre refus d'aliénation sans retour, notre détermination ne puisse plus faire de doute à personne. C'est le moment de dire que la délégation du Dahomey est d'accord sur la plupart des points du rapport de notre camarade Senghor, et c'est le moment de lui demander la permission de dire ici très simplement en ce congrès de vérité les quelques points ou des nuances ou des différences nous séparent. Dans le rapport de notre camarade, il y a une affirmation sur laquelle nous voudrions d'abord revenir. Il y est dit que dans la situation actuelle qui est la nôtre, nous sommes indépendants. La vérité nous oblige à dire que nous pensons autrement et que nous disons que nous ne sommes pas encore indépendants. Certes, nous sommes autonomes, nous sommes très largement autonomes,
mais nous ne sommes pas indépendants. D'ailleurs, parmi ceux qui l'affirment en dehors de nous et au-delà de nous, parmi les autres qui affirment que nous sommes indépendants, il y a ceux qui le disent et le croient sincèrement, il y a ceux qui le disent et ne le croient pas. Un exemple, je le prendrai dans le rapport lui-même, l'exemple dont Senghor voulait qu'il confirme la règle, l'exemple du choix qui nous fut offert le 28 septembre, l'exemple du Niger, qui ne confirme pas seulement la règle que nous avions la liberté du choix, mais qui confirme surtout la règle que la règle du jeu n'a pas été jouée. Je n'en veux pour peu que l'exemple de la Guinée, l'exemple de l'attitude qui a été celle des interlocuteurs de la Guinée au lendemain de son indépendance, de cette bouderie d'enfants qui n'est pas la marque précisément que cette indépendance nous avait été offerte avec la certitude que nous pouvions la prendre. Alors, il est nécessaire que sur ce point, sans parler ni trop haut ni trop fort, très calmement, nous disions les choses le plus simplement possible afin que nos masses, trop abusées déjà par la marche incertaine, l'allure incertaine de notre démarche, nos allers et retours puissent enfin, une fois pour toutes, savoir quelle est notre situation actuelle, pourquoi nous leur demandons de se mobiliser en vue de certains objectifs et qu'en conscience, elles puissent y apporter une adhésion confiante. Nous le devons, nous devons les éclairer très honnêtement sur notre situation actuelle et cette honnêteté nous oblige évidemment à reconnaître que cette situation est différente de ce qu'elle était il y a un an, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes très largement autonomes et que, dans une très large mesure et dans bon nombre d'États, l'indépendance est à notre disposition et que nous pouvons la prendre à tout moment, mais je dis seulement dans une très large mesure et dans bon nombre d'États, car vous n'ignorez pas que dans certains autres, le nécessaire a été si bien fait au moment du référendum qu'aujourd'hui encore, la libre détermination est exclue. Et puis, c'est notre rapporteur lui-même qui le dit, l'homme ne se nourrit pas que de riz et de mil, il se nourrit surtout, et je cite le rapport, de mythes. Si cela est vrai, je crois que c'est vrai, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire que nous devons non pas nous omnibuler sur nos mythes, mais qu'il serait gravement préjudiciable à notre action de les détruire, puisque c'est cela, nous venons de le reconnaître, une des nourritures fondamentales de nos masses et de notre action. Je le sais, ce n'est pas détruire les mythes que le camarade rapporteur a voulu dire, mais il m'a paru qu'il n'était pas superflu de préciser que non seulement il n'a pas voulu dire qu'il faut les détruire, mais que nous sommes résolus, les dépouillant de tout ce qui est artifice et insolence superfétatoire, de les maintenir, de les entretenir. Et me référant toujours à l'excellent rapport du camarade Senghor, je dirais que nous avons une autre raison d'affirmer ce préalable de l'indépendance, c'est parce que, comme il a eu si bien raison de le dire, nous nous refusons à l'habileté des habiles, nous ne voulons qu'une seule habileté, celle de l'honnêteté, et que l'honnêteté nous commande une franchise totale, d'abord par estime pour nous-mêmes et par loyauté vis-à-vis de nos interlocuteurs. Si nous voulons l'indépendance, si nous le voulons calmement comme des gens qui sont sûrs de leur bon droit et qui en sont tellement sûrs que si ce n'était pas la nécessité de réveiller ces mythes, nous n'en parlerions même pas.
Si nous voulons l'indépendance, nous devons en créer le climat psychologique. Et si nous voulons en créer le climat psychologique, il faut que nous le disions à nous-mêmes et à nos masses, et que nous le disions à nos interlocuteurs, de telle sorte que ce climat établi une fois pour toutes, nous engagions le débat en toute sérénité et en toute amitié. Nous devons cette vérité, et je l'ai dit, nous le devons à nos interlocuteurs. Senghor a eu raison, il l'a dit dans son rapport, il a eu raison de le souligner. Nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'il n'y a plus de débat politique entre la métropole et nous. Nous disons, nous au contraire, que le débat a simplement changé de ton et de forme, mais que pour le vider une fois pour toutes, il faut que nous soyons présents au rendez-vous des États souverains de l'Afrique noire, afin que tout complexe étant de part et d'autre définitivement proscrit, ce débat prenne le ton qui doit être le sien, celui de la calme amitié. Si j'ai un instant insisté sur ce point, ce n'est pas par désir de contradiction, d'ailleurs, elle n'est que dans les nuances, elle n'est pas dans le fond. C'est que, vous l'avez deviné, je représente à cette tribune la délégation du Dahomey, et que vous savez assez de géographie pour ne pas ignorer que le Dahomey est situé dans une situation particulière qui fait que l'année prochaine, du Cameroun au Ghana, nous serons la seule bande étroite qui serait encore dépendante si d'aventure nous n'étions pas présents au rendez-vous. Or, ces échéances, elles n'ont pas dépendu de nous. Ces échéances, ce n'est pas nous qui les avons fixées, mais nul ne peut faire que ce qui se déroule dans nos contrées, autour de nos populations, chez nos voisins, qui appartiennent non seulement à la même civilisation, non seulement à la même contrée géographique, mais aussi au même groupe ethnique. Nul ne peut faire que le Dahomey ne vive à l'unisson du Bénin, et étant Dahoméen, fédéraliste, unitaire et malien, si vous le voulez bien, chers amis, vous comprendrez que nous ne pratiquions pas ici l'égoïsme sacré qui voudrait que le Dahomey s'émancipe tout seul dans le concert des peuples du Bénin. Nous voudrions que nous y soyons tous ensemble, vous et nous, puisque dans notre cœur, nos destins ne sont pas séparables. Bientôt, c'est 50 millions d'hommes noirs identiques à nous, semblables à nous, qui seront indépendants, et bientôt, c'est 15 millions seulement dans cet ouest africain qui leur seront confrontés. Je crois que pour la clarté même de nos relations et pour l'équilibre de notre Afrique, l'évolution la plus désirable, la plus ardemment souhaitable, est que ce contentieux soit vidé une fois pour toutes et qu'enfin nous parlions des vrais problèmes, car tout le rapport de Senghor le démontre. Nous ne sommes pas assez naïfs pour penser que l'indépendance résoudra tous nos problèmes. Nous disons même que nous avons très exactement conscience que nos problèmes commenceront de ce jour-là. Nous avons exactement conscience que nos vraies difficultés commenceront de ce jour-là, mais elles auront ce caractère essentiel d'être nos difficultés, et par conséquent qu'elles requerront
des efforts que je suppose aucun fils digne de l'Afrique ne peut se refuser à consentir. Évidemment, l'indépendance comporte des suggestions et de très graves suggestions, et il ne suffira pas de proclamer le slogan. Il faut que nous disions en même temps, que nous informions, nous instruisions en même temps nos masses de difficultés réelles qui le reflètent. La question qui se pose, ce n'est pas si nous serons indépendants. Le problème est résolu, non pas juridiquement, il est résolu dans nos cœurs et dans notre détermination. Le problème qui se pose, la question que nous devons nous poser, elle est la suivante. Sommes-nous prêts à en payer le prix? Voyez-vous, il faut que nous débrayions notre chemin de quelques obstacles inutiles. Par exemple, l'on ne conçoit pas habituellement un peuple indépendant sans une armée pour défendre cette indépendance. Nul ne concevrait un peuple indépendant sans une diplomatie, on l'a dit. Je dis quant à moi que tout cela est remis en cause au siècle que nous vivons, car, voyez-vous, en dehors de la Russie et des États-Unis, je me demande si les armées des autres nations protègent leur indépendance. Au siècle des fusées, de la bombe atomique et des Spoutnik, que peuvent faire les chars désuets, les bombes dépassées et les fantassins? Au surplus, il y a des exemples historiques qui sont encore actuels. L'Inde, une des nations les plus nombreuses du monde, n'a pas, que je sache, et de loin l'une des armées les plus fortes du monde, alors qu'Israël, petite nation, encerclée comme il est, assiégé comme il est, a une des armées proportionnellement les plus fortes du monde. Par conséquent, ne nous laissons pas obnubiler par cette difficulté. Notre situation géographique, notre situation historique nous donne la chance formidable de faire une nation négro-africaine, comme on l'a dit ici, qui n'est pas l'armée pour souci essentiel et premier. Par contre, il n'est pas possible que nous soyons absents du courant diplomatique, du concert diplomatique, mais là encore, Senghor l'a dit très justement, Bandung ne nous donne-t-il pas l'exemple? Et c'est le moment de dire combien nous avons raison de ne pas séparer l'indépendance de l'unité, car si nous étions indépendants et unis, si nous étions un peuple rassemblé, qui doute alors que dans le concert diplomatique, nous n'ayons un rôle de premier plan à jouer? Camarades, voilà quelques réflexions que j'ai été chargé de vous faire de la part de la délégation du Dahomey, mais je n'aurais pas tout dit si je n'abordais l'aspect économique de la question. Là, il me faut aussi marquer un petit désaccord, d'ailleurs qui n'est qu'apparent parce que à la page 30 du rapport, il y a une affirmation qui est contredite à la page 54. Lorsque le camarade Senghor dit que la France peut économiquement se passer de l'Afrique noire, je dis que je n'y crois pas. Et d'ailleurs, il le rectifie à la page 54 lorsqu'il dit que l'Europe n'a pu se lever qu'au détriment, les masses européennes n'ont pu se lever économiquement qu'au détriment des masses africaines, c'est-à-dire que notre apport économique dans ce concert n'est pas négligeable. Au surplus, la guerre froide qui divise non pas seulement politiquement les nations, mais aussi dans une certaine mesure économiquement, leur fait une nécessité à celles qui sont de l'Occident et singulièrement à la France de se retourner vers nous. Et je crois que notre apport économique
n'est pas un apport négligeable. Et je crois que notre apport économique n'est pas un apport négligeable. Sur ce point, on a parlé, et ce n'est pas le rapporteur, mais nous sommes ici pour ne rien éluder de la question. On a parlé de l'inquiétude, des hésitations, des investissements privés. C'est le moment de préciser que si ces investissements hésitent, ce n'est pas dans la mesure où nous serons indépendants ou pas indépendants. Les capitaux, les capitalistes et les capitaux habituellement ne regardent pas à cela. Ce qu'ils demandent, c'est un régime stable. Ce sont des conditions de sécurité, des conditions de rentabilité. Cela étant acquis, vous savez, ils sont assez réalistes pour nous laisser faire notre... Par conséquent, ce qui risque de retarder, d'arrêter à nos forces des investissements, ce n'est pas ni l'affirmation ni la réalisation de notre indépendance, c'est plutôt nos hésitations, nos incertitudes qui créent chez eux, évidemment, l'incertitude quant aux conditions dans lesquelles ils auront à s'investir chez nous, à partir du moment où nous saurons ce que nous voulons, où nous le dirons et le réaliserons, à partir du moment où nous serons un peuple de gens de sérieux, de gens de parole, un régime stable, où nous leur offrirons les garanties minimum qui sont en droit de demander à partir de ce moment-là, les capitaux viendront, et le viendront chez nous autant qu'ailleurs et peut-être plus qu'ailleurs, car vous l'avez suivi dans ce rapport. Notre socialisme tel que Senghor a eu raison de le développer. Notre socialisme n'a pas de quoi effrayer les capitalistes. Il est inscrit suffisamment au sens humaniste du terme. Il a été précisé dans le rapport que dans la situation actuelle, il n'y a pas contradiction entre ce socialisme et notre invitation aux capitaux privés. Par conséquent, je crois que si nous offrons certitude, rectitude et stabilité, les capitaux viendront. Camarade, notre camarade Ignacio Pinto développera au nom de notre délégation d'autres aspects du problème. Je voudrais terminer d'un mot en m'adressant au Mali, à l'État du Mali, au gouvernement du Mali. Nous, qui sommes dans ce congrès fraternel, les hommes, je le dis sans aucune vanité, mais je le dis avec sérénité et conscience exacte que cela est vrai. Nous qui sommes vos lointains compagnons, nous qui sommes aux alentours, nous qui nous battons dans des conditions difficiles que beaucoup d'entre vous ont connu la guerre et que peut-être ils oublient déjà. Nous disons tous les jours
que les fédéralistes ont raison, que le PFA a raison et que le Mali, le grand Mali, sera la démonstration vivante, l'État exemplaire, le reproche permanent de tous ceux qui ont refusé, je l'espère momentanément, de croire à une vérité qui cependant les aveugle. Nous avons le droit, non pas seulement de vous demander de faire l'impossible pour être cet État exemplaire, nous avons le devoir de l'exiger de vous. Car, voyez-vous, le destin de notre organisation, la conjoncture où nous sommes veut que le parti de la Fédération africaine soit exactement confondu avec l'État du Mali et que le succès de l'un sera obligatoirement le succès de l'autre et vice-versa. C'est pourquoi je me permets amicalement de signaler à notre camarade rapporteur que j'aurais aimé trouver dans son rapport, dans son programme, une action un peu plus développée dans le sens extra-malien. Quand je parle alors du programme concret des chapitres de la fin, et non pas trop ramené aux seules frontières de l'État du Mali. Voyez-vous, camarades, je l'ai dit en commençant, notre résolution, quant à nous, c'est de faire en sorte qu'aucun de nos interlocuteurs, même parmi les plus sceptiques, ne doute plus de notre résolution d'acquérir la souveraineté totale. Car, voyez-vous, lorsque nous faisons à certains de nos congénères de langue anglaise une certaine querelle, nous devrions dire très honnêtement que nous le faisons sans trop hésiter, car enfin, si notre évolution, comme nous le demandons, nous permettait de créer un Commonwealth à la française, bien entendu, il n'y aurait plus de débat, mais avouez que nous n'en sommes pas encore là. Nous disons donc qu'il ne faut pas que notre résolution puisse faire de doute à personne. Nous disons que le principe étant acquis, il faut que les conclusions de ce congrès marquent de façon concrète les réalisations et mettent des bornes. Nous disons que le mieux, le plus simple, le plus beau pour tout le monde, à la vérité, serait que nous soyons tous présents au rendez-vous fraternel des peuples des États d'Afrique indépendants. Nous disons qu'en faisant cela, en l'organisant, car c'est la raison de dire que l'indépendance s'organise, en faisant cela, en sortant des mots pour entrer dans les faits, en faisant cela, non seulement nous réaliserons ce qui est notre vocation, mais nous aiderons précisément ceux-là qui entendent, ceux-là qui dans la métropole ne demandent qu'à être aidés. Il ne serait pas admissible que nous attendions pour affirmer la réalisation de notre destin, que l'on nous l'impose. Il ne serait pas admissible que nous soyons enchaînés pour être indépendants, que nous soyons obligés d'être indépendants. Il faut que nous le réalisions à notre heure, qui heureusement est l'heure véritable de la communauté. Camarades, nous vous demandons que ce congrès soit un congrès travail, comme on l'a dit, qu'il ne soit pas un congrès meeting, ni un congrès slogan, mais nous vous demandons aussi qu'il soit un congrès de résolution, un congrès d'hommes tel que nous sommes.
camarades congressistes, le camarade Dessau, vous a dit dans son exposé très bref quelle était la position obligatoire du Dahomey devant le problème qui nous est posé à ce congrès. Tout a été dit et je crois qu'il a bien nettement posé le problème tel que nous le ressentons par rapport à un pays qui m'est particulièrement cher, puisque je suis à moitié togolais, qui, au mois d'avril prochain, sera indépendant. J'aurai donc, de la part de toute une branche familiale, l'indépendance totale. Encore qu'à l'analyse, le Togo n'a point fourni autant d'actes de dévouement, de sollicitude à contribuer dans l'ensemble de ce qu'est la France aujourd'hui, après le contact brutal avec les Allemands en 1940, eux sont admis à la libération totale avant que nous ne le devenions. Mais qu'importe. Notre position est donc claire. C'est une nécessité historique. Je ne reviendrai pas. Zinsou l'a déjà établi. Ce n'est pas pour autant qu'il y a lieu de penser que je suis complètement opposé au développement fait ici par le camarade Senghor. Je comprends fort bien la situation telle qu'elle se pose aujourd'hui devant la communauté qui est toujours, ainsi que nous l'avons eu souvent à le déplorer, même du haut de la tribune du Parlement français, la conséquence de cette demi-mesure qui fait qu'on semble chaque fois donner et retenir d'une main, alors que n'est-il pas vrai? Il était beaucoup plus simple qu'on ne soit pas laissé embarquer à l'occasion de ce référendum, ne s'est pas embarqué dans une illusion qu'il suffisait de dire oui pour qu'on soit complètement indépendant, alors qu'on n'a jamais pris la peine de préparer à l'indépendance. Ceci pour vous dire combien aujourd'hui toutes ces questions sont dépassées pour moi. Mais j'aurais mieux aimé que notre camarade Senghor ait davantage insisté sur un autre point. Un point capital, car nous ne pouvons pas le laisser passer. C'est la position de la guerre d'Algérie. Parce qu'il y a la guerre en Algérie. Senghor nous a parlé d'un groupe arabo-berbère qui serait la continuation de notre nation négro-africaine. Mais pour ma part, je suis effrayé, je l'ai dit encore tout récemment, que cette guerre d'Algérie, pourquoi elle est faite? Il y a 9 millions d'individus qui réclament, ne serait-ce que ce que nous avons comme dans notre autonomie. Est-ce qu'ils l'ont et pour autant l'on fait la guerre, l'on tue des enfants de la même maison? Non seulement on nous envoie nos enfants à nous, mais c'est quelque chose de crucial, de pénible, voyons. Que l'on se batte pour sauvegarder son intégrité. Nous sommes montés en ligne, on a subi la défaite ensemble, on a repris la résistance, c'était pour se battre pour son entité. Mais que l'on aille se battre et faire tuer des Africains parce que d'autres Africains demandent à être libres comme nous-mêmes nous demandons, eh bien c'est quelque chose de non-sens qui est tragique pour moi. Je le dis, parce que tout de même, cette lèpre-là, c'est une lèpre dans notre système français. De voir que la France, qui a su se battre pour d'autres, avec Lafayette, pour avoir d'autres États qui sont fédérés, c'est ce que nous demandons, envoyer des troupes, des hommes comme Lafayette, délivrer l'Amérique du joug anglais. On va nous envoyer, nous qui demandons l'indépendance, à qui on accorde même le Togo qui n'a que 800 000 habitants. On va nous demander, nous, d'envoyer nos enfants se faire tuer pour qu'on maintienne dans l'intégration. Infaisable, il faut dire la vérité. Une Algérie qui ne demande pas mieux. Et qui, pourtant, naguère, Ferhat Abbas en est témoin, avait demandé
L'assimilation, on avait dit en 1946-47 qu'on ne pouvait pas faire l'assimilation avec des picots. Alors, qui trompe-t-on? Pourquoi dans la conjoncture actuelle, quand il s'agit de refaire un monde, pourquoi ne pas accepter carrément le jeu et dire maintenant, eh bien, le monde tourne. On ne veut plus qu'il y ait d'état de suggestion. Ce n'est pas à moitié que nous voudrons le faire, mais à l'entier. On joue la carte, franchement, sur table, le mot français, c'est la franchise en principe. Mais alors, qu'on nous permette de lever la tête en ce moment-là, et nous répondrions oui. Nous répondrions oui à la libération de l'homme, qu'il soit du Maghreb, qu'il soit de l'Afrique occidentale, qu'il soit de l'Afrique équatoriale. Et je continue. Il est impensable aujourd'hui que même les pays comme le Congo belge, et Dieu sait que jusqu'à ces dernières années, dans quelle situation d'assujettissement total, je dirais, voisinant avec la servilité dans laquelle se trouvaient les Congolais belges. Eh bien, c'est le roi Baudouin lui-même qui envisage, et Senghor l'a souligné, eh bien, une nation africaine peut-être plus vite que nous pensons encore, car c'est le seul moyen de permettre aux gens d'avoir le sens de la responsabilité, parce ils sont dignes. Il vaut mieux traiter avec des hommes qui sont complètement libres, capables de prendre leur liberté, que de se sentir assujettis et de faire plaisir seulement, comme nous en voyons actuellement l'exemple dans certains de nos États africains. Je vous dirais franchement, je reviens d'Amérique, sur notre plan moral, et partout, que ce soit même des gens qui sont dans des conditions politiques plus difficiles que nous, je parle même des Africains, de l'Afrique du Sud, ceux du Basutoland, de Nyasaland, avec qui j'étais encore il y a une semaine. Ils sont tous d'accord pour penser à l'unité africaine. Et quand ils pensent à cette unité africaine, je vous affirme, eh bien, c'est bien dans le sens de l'indépendance, mais en association avec l'Occident. Alors, va-t-on nous laisser, nous, coiffer au poteau, nous qui avons donné tant de dévouement à la France, où nous avons combattu à égalité pour l'intégrité de son sol, de sa propre liberté. Nous allons nous laisser coiffer au poteau, alors que ceux qui n'ont jamais participé à la défense de l'entité britannique, qui l'ont considéré beaucoup plus comme une mégère qu'on détestait cordialement, changeraient aujourd'hui de cap. Et la France qui était toujours généreuse. Pour qui nous sommes montés volontairement, je me rappelle le jour de la déclaration de la guerre, je revenais de France, dans cette même ville de Dakar, ici à côté. La grille de la délégation était en train de tomber, tellement il y avait du monde qui demandait à aller volontairement au feu pour défendre la France. Donc, l'heure de la vérité, c'est maintenant. Il est bon que nous puissions dire à la France que cette protubérance de l'Ouest africain, si c'est nous le savons, c'est un point stratégique, mais c'est un point stratégique dont on ne pourra désormais se servir qu'avec notre propre consentement. Nous voudrions bien, mais être ce que nous sommes, mais faut-il encore que nous ayons la liberté de nous sentir à l'aise dans ce que nous appelons notre maison. Et si d'aventure, on n'avait pas entravé ce que nous appelons la fédération primaire, telle que nous l'avions pensée à Bamako, en cette fin d'année 58, que nous pensions être pour nous la fin d'un cycle, et nous permettra d'entrer dès le surlendemain dans un nouveau cycle qui serait l'ère de la libération totale. Je dis libération pour moi, parce que c'est l'homme que nous voulons libérer. Nous voulons les libérer pour qu'ils se sentent à l'aise aussi bien devant les anglo-saxons que devant les latins. Senghor l'a dit, nous avons aussi quelque chose à défendre sur le plan du monde. En tant qu'ethnie, en tant que groupement négro-africain, de plus en plus on sent la nécessité de notre rôle dans le monde. Et je pense, pour ma part, que c'est parce que justement, on n'a pas encore laissé l'Afrique faire son apport librement, totalement, qu'il manque comme quelque chose dans ce rouage de l'humanité, comme une vie qui est perdue. Sincèrement, je vous le dis,
Comment voulez-vous que nous ne soyons pas meurtris aujourd'hui dans notre sens de liberté, dans notre sens de dignité humaine, quand nous pensions que d'autres Africains avec qui nous avons été au combat en 1939-40, on a fait les résistances, d'autres ont repris encore après le débarquement, qui sont les Algériens. Mais il n'y a pas de mal à ce que le Maghreb soit composé exactement d'une fédération comme nous défendons. C'est parce que le fait que nous avions réclamé cette fédération primaire n'a jamais pu être laissé, on n'a jamais pu le laisser se faire normalement, qu'on est aujourd'hui en difficulté totale. On est dans une impasse et qui coûte chaque fois, chaque jour, pendant que nous parlons ici. Mais il y a des hommes qui tombent, des hommes qui sont aussi chers à leur famille, qui nous sont aussi chers à notre cœur, à nous, parce que nous sommes tous la même maison, je le répète. Alors que nous, le Togo va céder demain, le Cameroun va céder demain à l'indépendance totale, sans qu'il y ait une seule goutte de versée. En Algérie, nous mourons tous les jours. Pourquoi? Je vous le demande un peu. Alors, de là, j'en appelle aux hommes de bonne volonté en France, et je leur dis ceci, que durant plus de 30 ans, nous avons vécu ensemble, dans ce même polygone qui s'appelle la France. Pendant plus de 30 ans, nous avons été malaxés sur les bancs du collège, aussi bien partout au lycée, sur les bancs professionnels, jusqu'à aller jusqu'au combat ensemble, où le sens de la liberté nous avait été inculqué jusqu'à pénétrer dans la moelle de nos os. Nous n'arrivons plus à comprendre aujourd'hui que le seul fait de dire qu'on veut l'indépendance, alors que tout le monde le sait plus que jamais, que ce sont des mots, que personne aujourd'hui, même pas l'Amérique aussi bien que l'URSS, ne sont complètement indépendants. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes arrivés au siècle de l'interdépendance. Si bien qu'aujourd'hui, toute l'Afrique se remue. Et je n'en veux pour preuve que ce que nous avons vu à Ibadan, à la conférence d'Ibadan, où l'on a senti tout de même que l'Afrique cherche à faire sa collaboration au monde, non pas sous une forme de violence, mais il veut atterrir dans la dignité, la libération de sa personne. Et tout cela nous amène à vous dire ceci, que c'est beaucoup plus aux valeurs morales que nous sommes obligés de nous adresser aujourd'hui, non pas des valeurs politiques pures. Nous sommes tenus pour que la France arrive rapidement à effacer cette lèpre de l'Afrique du Nord qui nous ronge. Eh bien, les valeurs morales seules nous permettront d'en finir, de guérir ce dont nous pouvons tous souffrir et dont nous souffrons réellement, et permettre la constitution cette fois-ci, en toute liberté, d'une nouvelle communauté africaine, négro-africaine, partant depuis le Cap-Vert ou la Mauritanie, parce que n'est-il pas vrai, les camarades mauritaniens sont encore dans le doute, ils font une valse d'hésitation. Mais pour le moins, du Cap-Vert sûrement, jusqu'au fin fond du Congo, nous pourrions en ce moment-là présenter un ensemble cohérent, francophone, même jusqu'au Congo belge, qui serait capable, par son étendue, son immensité, bien que pas démographiquement, au moins de faire compter avec lui par les grandes nations africaines anglophones, qui ne demanderaient pas mieux en ce moment-là que de compter avec ce que nous représentons aussi de superficie large qui les englobe, et de préparer le terrain, ce que les Européens n'ont jamais pu encore arriver à atteindre jusqu'ici, ce que j'appelle la grande confédération africaine, qui serait bilingue. C'est dans ce sens qu'on a parlé à Ibadan. Si bien que lorsque, à Ibadan, on a pensé remettre à un comité plus restreint, à Lomé, on a décidé, dans une résolution, d'inviter tous les autres gouvernements, aussi bien des pays africains sous culture anglaise ou sous culture française, d'adopter le système du bilinguisme. Pourquoi?
C'est justement pour éviter l'errement de l'Europe pendant des siècles qui se sont entretués, tous les 25 ans, tous les 30 ans, tous les 40 ans. Nous avons vu ce que cela. Est-ce bien vraiment le sens de la civilisation et de l'histoire que d'en arriver au point où trop de civilisation arrive à détruire l'humanité, alors que nous voulons que notre contribution soit pour développer l'humanité. J'en ai terminé, monsieur et chers camarades. À la lumière de ce qui se passe donc dans le monde, je serais heureux pour ma part que nous puissions, dans une déclaration ici, inviter, ne serait-ce que par solidarité avec nos autres compatriotes, dans le cycle français, des Africains du Nord, qu'on puisse inviter d'une manière expresse qu'il faut que ça cesse, ces hécatombes. Ça nous peine autant quand ce sont les métropolitains qui tombent tous les jours. J'ai déjà 2 enfants de mes amis avec qui j'étais à l'école qui sont morts. Alors, va-t-on encore répéter ce qui s'est passé en Indochine? Mais enfin, ce serait bon qu'on tire cette sonnette d'alarme et bien démontrer que si nous n'arrivons pas à créer cet ensemble de l'Afrique française dans une grande confédération avec la France qui partirait depuis le Maghreb, les 3 territoires de l'Afrique du Nord, jusqu'au Congo. Et avec quoi nous serions capables en ce moment-là, nous d'abord, nation négro-africaine, avec l'arabo-berbère, nous soutenons dans une chaîne solide. La France en ce moment-là sera beaucoup plus consolidée que d'avoir affaire avec des bénébiouis qui n'ont que des arrière-pensées pour dire non demain. C'est ainsi le seul moyen que je vois notre congrès de travail, congrès de réflexion, congrès aussi d'amour de notre pays, comme nous avons eu aussi à démontrer notre amour pour la France, mais ce sera avant tout le congrès de la libération de l'homme noir dans son unité avec l'homme blanc pour former leur Afrique. La parole est au camarade Mandela Keïta.